Bonjour. Bonjour. Bonjour Marc Edrich. Nous allons présenter votre ouvrage consacré à l'affaire Jules Durand. Je mets ce livre à l'écran, qui vient de sortir aux éditions Michalon, l'affaire Jules Durand, avec une préface d'Henri Leclerc. Il y a aussi un texte très intéressant de Christiane Taubira, qui a participé à la réhabilitation lors d'une plaque à son nom à la mairie de Paris. Cet ouvrage, vous êtes magistrat, vous êtes actuellement président de cour d'assises, mais vous avez été juge d'instruction au Havre où s'est déroulée cette affaire Durand. Et puis c'est la cour d'assises en 1910, 2 mois après un meurtre, vous allez nous en parler, où un homme a été condamné à mort, cet homme qui s'appelle Jules Durand. Alors, à la Cour de cassation, un siècle après, on a fait un colloque avec l'Association française pour la justice qui présente aujourd'hui ses ouvrages. Nous en parlerons aussi. Mais est-ce qu'au début, vous pouvez nous présenter un peu, en quelques mots, cette affaire Jules Durand? Alors, cette affaire Jules Durand, elle s'inscrit d'abord dans une époque particulière de lutte de classe et elle prend pour décor le port du Havre et la corporation des dockers charbonniers qui vivaient à l'époque dans des conditions extrêmement difficiles. Hein, je dis toujours, c'est un peu Germinal-sur-Mer, les gueules noires qui déchargeaient le charbon des navires et qui, sous l'impulsion d'un jeune syndicaliste de 30 ans, Jules Durand, ont relancé le syndicat affilié à la CGT de l'époque et ont réclamé, comme dans Germinal, des meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire, le respect du repos dominical, des douches sur les quais, etc. Et se sont heurtés, comme dans Germinal, au mur de l'argent, hein, à l'opposition du patronat local. Et puis, au bout de 3 semaines de grève très dure, on a une rixe entre ivrognes, comme malheureusement elles étaient assez fréquentes sur les quais. Et là, c'est trois grévistes qui rencontrent un contremaître non gréviste et ils en viennent aux mains. Et finalement, ce non gréviste va rester sur le carreau. Et ce qui aurait dû rester un fait divers, finalement, va être instrumentalisé par le patronat local dans le but de faire cesser la grève. Et la Compagnie Générale Transatlantique, donc l'employeur principal de la place, va faire témoigner devant le juge d'instruction 10 témoins qui vont indiquer que c'était le leader de la grève, Jules Durand, qui avait appelé au meurtre. Il va être arrêté, il va être accusé de complicité d'assassinat et en 1 mois et demi de temps, il va se retrouver devant la cour d'assises de Rouen et finalement condamné à mort alors qu'il était totalement innocent. Voilà comment commence aussi violemment, si je puis dire, l'affaire Durand. Alors, il y a des protagonistes célèbres dans cette affaire Durand, notamment l'avocat de Jules Durand. Alors oui, on sait assez peu que l'avocat de Durand, très inexpérimenté, c'est la première fois qu'il plaidait devant la cour d'assises, était encore une fois un jeune avocat de 28 ans qui s'appelait René Coty et qui va faire ce qu'il peut dans cette affaire, mais va être très en décalage finalement face au rouleau compresseur du parquet général de l'époque qui voulait manifestement faire un exemple. Il va être en décalage, ça va être l'échec de sa vie. Il va abandonner par la suite le métier d'avocat pour embrasser la carrière politique qu'on connaît. Et il dira en privé que effectivement c'est le remords de sa vie d'avoir à ce point échoué dans sa fonction. Alors, cette affaire se passe en 1910. Juste avant, il est militant de la Ligue des droits de l'homme aussi, hein, qui a été créée justement à l'occasion de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus se termine par le grand arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906,
attendu que de l'accusation contre Dreyfus, rien ne reste debout. Donc c'est un moment extrêmement important. On est 4 ans après. La Ligue des droits de l'homme parle beaucoup de cette affaire, de ces condamnations à mort injustes. Et pourtant, visiblement, elle tombe dans l'oubli pendant des années, et notamment chez les historiens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que cette réhabilitation dont on va parler de Jules Durand, c'est une réhabilitation judiciaire, par le droit, mais un peu symbolique, pour un homme condamné à mort et qui devient fou. Mais les historiens, qu'est-ce qui se passe si dans votre ouvrage, on voit en gros qu'il y a eu les années 60, Armand Salacrou et sa pièce Boulevard Durand. Et puis chez les travaux d'historiens, Madeleine Rubériou, un petit article en 1960 aussi, la même époque. Et puis après, un travail extrêmement intéressant de Vincent Duclerc en 2002. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe chez les historiens? Alors, ça a été un des déclics pour moi. Quand je me suis intéressé à cette affaire, j'ai bien entendu épluché tout ce qui pouvait exister chez les historiens du mouvement ouvrier, chez les historiens des erreurs judiciaires, les historiens de la peine de mort, les historiens de la justice. Cette affaire a été totalement zappée. Et ça a été effectivement l'objet d'une curiosité. J'ai bien entendu contacter certains. J'ai fait des retraces, des recherches dans les archives. Et effectivement, on s'aperçoit que les historiens sont totalement passés à côté de cette affaire. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons, c'est ce que j'essaye d'analyser dans mon livre. La première raison, c'est qu'effectivement, il est réhabilité à la pire des périodes. Nous sommes encore en pleine Première Guerre mondiale, en juin 1918. Il n'est pas là. Ses avocats, il n'est pas là parce qu'il est devenu fou et il croupit dans un cabanon des indigents à l'hôpital psychiatrique de Rouen. Ses avocats ne sont pas là, ses camarades sont au front et personne finalement n'assiste à cette réhabilitation. Elle n'est pas connue. Les journalistes qui avaient couvert le procès où il a été condamné à mort ne sont pas là non plus. Et puis ensuite, cette affaire tombe dans l'oubli. Le mouvement ouvrier qui aurait dû en faire un héros va passer à côté aussi. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, hein, c'est Leclerc qui le dit très bien, c'est compliqué de faire d'un fou un héros, et la folie va perturber finalement hein, ce travail de mémoire, et effectivement, plus personne ne parlera de cette affaire jusqu'à Armand Salacrou, et puis plus tard, nous allons créer au Havre une association, l'association des Amis de Jules Durand, qui va essayer de mobiliser les forces pour perpétuer ce devoir de mémoire. Alors, il y a eu effectivement plusieurs décisions de la Cour de cassation. Donc, en 1918, le 15 juin 1918, où grâce au travail de ce parlementaire, dont je ne me souviens plus le nom, de Meunier, le député Meunier, Paul Meunier. Il va y avoir une réhabilitation parce qu'on peut réhabiliter un fou, voilà, quelqu'un qui est devenu fou. C'est comme ça que j'ai compris la question, alors qu'avant, la Cour de cassation avait validé la condamnation à mort sur le plan procédural. Alors, c'est vous qui avez proposé, et je dois dire qu'à la Cour de cassation, un siècle, quasiment jour pour jour après cette décision de la Cour de cassation, a été organisé un colloque à la Cour de cassation, et au cours duquel vous êtes venu, on va en parler. Et on trouve dans cet ouvrage de l'Association française pour l'histoire de la justice, qui est dirigé par Claude Gauvard, Punir et réparer en justice, les principales interventions, dont la vôtre, à ce moment important. Ce colloque est aussi enregistré et en vidéo, et on peut le voir sur le site de la Cour de cassation. Je vais montrer en même temps quelques images. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représentait, cette journée à la Cour de cassation un siècle après, pour les dockers de la CGT, dont je vais montrer qu'ils sont venus avec leurs drapeaux, etc. Vous pouvez nous donner cette Oui, c'était un moment assez extraordinaire parce que parmi tous les passionnés de l'affaire Durand, il y avait cette quête finalement d'un moment de rassemblement, d'un moment de commémoration
de la réhabilitation de Jules Durand sous les auspices de la Cour de cassation. Il y avait un aspect symbolique très fort et on a réussi à rassembler tous les héritiers de cette affaire, notamment la famille qui était là, mais également les dockers qui sont les dockers du Havre, qui sont les seuls à avoir porté cette affaire dans la mémoire, d'avoir Vous pouvez nous dire gardé sur la cette photo qu'on voit à étincelle. l'écran, justement, les dockers, vous pouvez nous dire qui est qui, justement, dans les gens qui sont. Alors là, on ne voit pas les dockers, c'est la photo précédente où on voyait les Voilà, dockers. mais là, on voit Là, la on voit personne les. Monsieur Châtelain qui est président de l'association des Amis de Jules Durand, Henri Leclerc au centre, Denis Salas qui est président de l'Association française pour l'histoire de la justice, Christiane Delpech qui est la petite fille de Jules Durand, Voilà. et puis Philippe, dont j'ai oublié le nom maintenant, qui est vice-président du conseil de prud'homme du Havre et qui a lu à la Cour de cassation, qui a lu les lettres de prison de Durand, Voilà, avec beaucoup d'émotion. voilà. Oui, non, ça a été un grand moment, une réhabilitation symbolique, puisque la réhabilitation judiciaire était passée, mais elle était passée dans un silence assourdissant, si je puis dire, en 1918. Très bien, on va essayer de voir. Alors, pour cet ouvrage, en fin de compte, il y a beaucoup d'éléments maintenant, grâce à vous. Il y a votre ouvrage, bien entendu, à lire, c'est une évidence. Mais vous avez aussi monté un site internet que je vais essayer de mettre à l'écran où on a beaucoup d'éléments. Voilà, je vais essayer de partager le site. Il suffit de taper sur internet, je l'ai fait, donc tout le monde doit y arriver, Affaire Jules Durand. Voilà, et on voit à l'écran ici le site internet que vous avez monté avec l'ensemble des éléments, beaucoup de documents. J'ai parlé de Christiane Taubira tout à l'heure, le livre, le film, les sources, et puis l'actualité, puisque comme ça permettra aux personnes qui veulent voir ce site, la journée qui s'est déroulée à la Cour de cassation, voilà, où il suffit à partir de votre site de cliquer, il faut Voilà. un peu, avec l'ensemble des interventions au cours de ce colloque, effectivement. Voilà, et on voit les représentants de la CGT dont vous parliez voilà. intervenus à la tribune de la Cour de cassation, ce qui n'est pas banal tout de même. Ce qui devait être une première même. C'était une première, je dois dire, c'est une première. Il y avait le portrait de Jules Durand. Vous parlez de M. Castelin, de la personne qui a lu les lettres. Voilà, et à la Cour de cassation, voilà la personne qui lisait les lettres de Jules Durand, qu'on le retrouve à la fin de votre ouvrage. Vous avez sélectionné certaines lettres de Jules Durand. Donc, tout ça est un mouvement extrêmement important. Est-ce qu'on peut parler, pour terminer, d'une erreur judiciaire sur Jules Durand? Alors, une erreur judiciaire? Le sous-titre de mon livre, c'est quand l'erreur judiciaire devient crime. J'explique dans mon livre qu'effectivement, à l'époque, on faisait bien sûr le parallèle avec l'affaire Dreyfus, mais on utilisait beaucoup, chez les syndicalistes comme chez les intellectuels, le terme de crime judiciaire. Et je le reprends avec notamment cette particularité dans cette affaire, c'est qu'on a condamné un innocent, ça c'est l'erreur, mais en plus, on a délibérément omis de poursuivre les auteurs de la machination patronale. Et ça confère, si je puis dire, à cette erreur judiciaire un côté gravissime. Et là, on approche du crime judiciaire. Merci, merci beaucoup. Je vais terminer en essayant de mettre à l'écran vous pouvez présenter ce travail, la statue commémorative de Jules Durand. Alors oui, c'était parallèlement à ce qui s'est passé à la Cour de cassation en 1918, c'était le centenaire, et au Havre, le centenaire s'est concrétisé par l'inauguration du buste de Jules Durand sur le quai où, à l'époque, le quai au charbon, à l'époque où était déchargé le charbon par les dockers, les charbonniers dockers. Et c'est un buste qui aujourd'hui donc est en plein centre-ville du Havre, qui a été inauguré par le maire du Havre et les autorités locales, et qui est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Delamarre, et qui a fait un travail symbolique, qui a repris notamment la tête de Durand
après son séjour en prison. Il faut rappeler qu'il est devenu fou dans le quartier des condamnés à mort de la prison de Rouen. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vais vous montrer à l'écran la dernière, justement, la présentation et l'explication. Vous cliquez en faisant sur Internet Affaire Jules Durand et on a à la fois tous les éléments sur votre ouvrage, des documents très intéressants et la vidéo qui présente par Hervé Delamarre cette manifestation. En tout cas, merci à vous, Marc Edrich, pour ce travail vraiment très important, à la fois pour ceux qui s'intéressent à la justice, pas seulement aux affaires judiciaires, mais aussi à la façon dont tout s'est passé. Merci beaucoup à l'association, car au tout début de mon travail, je me suis senti très seul, et c'est Denis Salas et l'association qui m'ont beaucoup aidé à faire sortir cette histoire de l'oubli et à réaliser un peu un coming out judiciaire. Coming out judiciaire, on va essayer de terminer sur ce mot. Voilà. Merci beaucoup, Marc Edrich, en tout cas. Merci à vous.